Jeudi 28 août. C'est le jour de mon départ pour la portion aventure de mon voyage. C'est mon ami Armel qui m'amène en début de soirée à l'aéroport Charles de Gaulle. La séparation est émouvante. Mon vol pour Mascate est prévu à minuit 30. Mais le voyage commence mal. L'avion est en panne. On nous annonce plus de 24 heures de retard. On nous loge à l'hôtel, près de l'aéroport. Le lendemain matin, coup de théâtre, la réception m'annonce que le départ a été devancé à 15 heures et que le groupe est déjà parti de l'hôtel. Je saute donc dans un taxi, vite au terminal de l'aéroport. Quand j'atterris enfin à Mascate à 3 heures du matin, c'est comme entrer dans un four humide. Un mur de chaleur me tombe dessus. L'air colle à la peau. Je récupère la voiture de location et je pars errer dans la nuit. Et la première enseigne où je m'arrête est un Tim Hortons. Oui, même ici au bout de la péninsule arabique. Le soleil se lève. Sur la plage, des pêcheurs tirent leur embarcation traditionnelle à l'eau. Ils perpétuent une tradition vieille de plusieurs siècles, bien avant que le pétrole ne change tout. Ici, c'est la mer d'Oman qui parle, la vraie richesse du pays. Je poursuis vers la mosquée Mohamed Al-Amen, un bijou tout en marbre blanc. À l'intérieur, un lustre monumental, un immense tapis persan, l'un des plus grands du monde. Il couvre une surface de 4343 mètres carrés et a été fabriqué à la main en Iran. La mosquée elle-même peut accueillir 20 000 fidèles. C'est à la fois sobre et grandiose. Oman s'est ouvert au monde dans les années 70 et ça se sent. Tradition et modernité s'y mêlent sans heurts. En chemin vers mon hôtel, je m'arrête dans un village où l'eau est plus précieuse que l'or. Les habitants y entretiennent encore leur fallage, ces rigoles d'irrigation vieilles de 2000 ans. Un murmure d'eau dans le désert, c'est la vie qui coule, discrète mais essentielle. Le soir venu, je grimpe au fort Mutra, vestige portugais qui surplombe le vieux port. Je suis au fort de Mouchraf. Je sais pas si je l'ai dit comme faut. Faut monter, puis heureusement. On va mettre des ventilateurs. Comme ça, si on a besoin de se reposer, on a un peu de vent pour nous rafraîchir. En bas, le souk s'anime. Encens, tissus, épices foisonnent. Je suis vraiment ailleurs. Et c'est exactement ce que j'étais venu chercher. Le lendemain, Cap-sur-Sour, ancien port du commerce maritime. Premier arrêt, le Bima Sinol, un trou d'eau turquoise formé, dit-on, par un météorite. À l'arrivée, je suis accueilli par des chèvres curieuses et le gardien du site qui est bien fier de sa légende. Cette cavité remplie d'eau contraste dans ce paysage aride et je manque pas cette occasion de me baigner dans le trou. Il y a plein de petits poissons qui me grappillent les pieds. L'escale dure 1 heure à peine. J'ai rendez-vous avec le Wadi Shab à une 50aine de kilomètres, un canyon spectaculaire qu'on atteint d'abord en barque. Le sentier serpente les roches brûlantes et les bassins d'eau douce. Sous 40 degrés, chaque pas rapproche d'une grotte cachée d'où jaillit une cascade. C'est beau, éprouvant, presque mystique. Et c'est assez magnifique comme décor. J'ai hâte de voir ce qu'il y a au bout parce que c'est chaud. Oh. Je suis rendu
rendu au dernier étape. Et j'ai perdu ma bouteille d'eau. Ça va pas bien. Faut une eau souterraine qui nous rafraîchit. On va retourner là. Ça fait quand même du bien là, de se rafraîchir. Surtout qu'il faut que je retombe, je redescende en bas. Il disait 40 minutes, hein, mais finalement ça va pris 1h30 parce qu'on monte, on veut faire tous les bassins. Et ça vaut vraiment le détour parce que celui-ci il est vraiment extraordinaire. Il se fait même en bateau, je crois. Alors, grand bassin. Voilà. Pour arriver ici, c'est vraiment, je suis allé au bout. C'est un espace très étroit où il faut passer. Je suis arrivé, mais on n'a pas pied à nulle part. Alors, on s'accrocher sur la paroi où on peut. Quand on peut, je l'ai fait. Je sors de là exténué. Je mange dans un petit resto de Tiwi, le village à côté. Après ce succulent repas, je file sur Sourd. Le soir, je découvre la vie nocturne. L'alcool se consomme discrètement. C'est donc derrière cette porte au 2e étage que je pourrais prendre une coupe de bière dans une ambiance qui fait un peu taverne des années 60. C'est avec stupeur que je mange ensuite une version humanaise de la poutine. On n'a pas inventé la poutine avec vous déjà à Oman. Ça, en dessous de ça, il y a des patates. Le lendemain matin, je déniche un café-librairie, le Fénuc Café, où l'on sert un gâteau aux carottes et un expresso parfait. Par la suite, je découvre les fameux dhows, ces bateaux de bois taillés pour l'océan Indien. Autrefois, ils reliaient Oman à Zanzibar et à l'Afrique de l'Est. Dans le chantier-musée, les artisans réparent encore ces navires à la main. L'odeur du bois, les coups de marteau, c'est tout un savoir-faire qui respire encore. En après-midi, direction le désert. Autoroute à 3 voies, il fait d'une chaleur extrême dehors, 37, je viens de sortir faire un petit pipi. Bon, je devrais peut-être pas dire ça. Vraiment, je me demande comment la voiture fait pour résister à cette chaleur. Le 37, c'est la température. Le ressenti est à 42, 43, 44. Alors, je m'en vais. J'ai encore 65 km à faire sur cette route-là jusqu'à mon point de rencontre qui va m'amener dans le désert pour une nuit. Trois jours à peine depuis Paris, et me voilà seul sous une tente au milieu des dunes. Et oui, je passe la nuit ici. Il y a eu une tempête de sable tantôt, là, elle s'est calmée un peu. La chaleur est écrasante. Je vais à la rencontre des chameaux tout près et dîne avec le propriétaire, car je suis le seul client. Il n'y aura pas d'étoiles cette nuit-là, mais dormir dans le désert, c'est déjà un rêve accompli. Le lendemain, je roule vers Nizwa, ancienne capitale du sultanat. Au pied des montagnes Hajar, la ville respire encore la grandeur d'autrefois. Son souk déborde d'épices, de dattes, d'encens et de parfums. Car ici, le parfum, c'est un langage social, une signature. Je visite ensuite le fort de Ninois, bâti au 17e siècle. Sa tour circulaire domine la ville.
symbole d'un Oman fier et stratégique. Les ruelles alentour racontent un autre temps, celui des caravanes et des sultans. À la sortie du souk, je tombe sur un marché de rue improvisé. En tout cas pour moi qui a l'air improvisé. Je goûte un plat local entouré de rires bienveillants. Un Égyptien, Mustapha, m'invite à sa table. Pharmacien le jour, rabatteur dans ce restaurant le soir. Déjà, le séjour Oman tire à sa fin. Je retourne vers Mascate et vais marcher sur la plage de Seb. Une jeune femme voilée avec son père me lance un regard curieux et troublant. Dans ses yeux, j'entrevois toute la complexité d'Oman, entre foi et modernité, tradition et ouverture. Un homme s'approche, il promène un perroquet vert, qu'il me dépose sur le bras, moment surréaliste avant le départ. En voiture, je traverse par la suite un quartier verdoyant, réservé surtout aux plus riches, j'imagine, irrigué par l'eau désalinisée, parce que l'eau, c'est un luxe ici. Avant de quitter pour l'aéroport, je visite la grande mosquée du sultan Qaboos. Tout y est monumental, le dôme, le tapis, le chandelier géant. Un lieu à la fois spirituel et politique, reflet d'un islam tolérant, ancré dans sa foi et sa modernité. Une semaine à peine et j'ai l'impression d'avoir traversé plusieurs époques. De la France au désert, des pêcheurs aux mosquées, j'ai vu un pays fier, discret, aride, et où les femmes sont complètement effacées.